Bienvenue sur SICA et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, l'économie qui souffre dans les régions anglophones du Cameroun. Nous ferons le constat à Bamenda. Le Kenya pourrait émettre son deuxième eurobond début 2018. Le pays recherche 2 milliards de dollars. Enfin, le Qatar travaille à devenir autosuffisant pour ses besoins en lait d'ici juillet 2018. L'instabilité qui règne dans les zones anglophones du Cameroun affecte le tissu économique national. À Bamenda, par exemple, les activités tournent au ralenti. Un constat signé Kodjovi à Matanon. Nous sommes ici au marché de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun. Une région qui, à l'instar des autres zones anglophones du pays, est secouée depuis quelques mois par une crise. Conséquence, les clients se font rares dans ce marché. Il y a le commerce à Bamenda, c'est grave. Il y a les clients, Bamenda est vide, beaucoup de gens suivent Bamenda. Et nous, les commerçants de Bamenda, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Ouais, c'est grave. En raison de la crise actuelle à Bamenda, les choses ne bougent pas vraiment. Donc nous ne faisons que gérer. C'est difficile maintenant avec la crise qu'on a à Bamenda. Ainsi donc, l'argent circule peu désormais dans cette région du Cameroun, ce qui affecte les ventes et les affaires. Nous avons des difficultés maintenant concernant les ventes et les affaires en général à cause de la crise anglophone qui affecte la région. Mais nous nous battons sans trop savoir quoi faire. Il est important que ce problème soit résolu. Autre facteur défavorable pour l'économie ici à Bamenda, la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Avant, nous portions plein de tomates pour aller les vendre au Nigeria et on vendait un cajou de tomates à 8 000, 9 000 et on avait de l'argent. On faisait du profit. Maintenant qu'on a fermé la frontière avec le Nigeria, on souffre. On vend nos tomates sur place, le cajou à 3 000, 2 500 francs CFA et les gens n'achètent pas et cela reste et cela pourrit. Face à ce tableau sombre, les commerçants appellent au retour de la paix pour de nouveau faire de bonnes affaires. Oui, nous avons besoin de paix. Il faut que le gouvernement organise un dialogue. Comme cela, la paix va régner et les affaires vont redevenir comme avant. On pourrait repartir sur le marché des eurobonds dès le premier trimestre 2018, ceci pour lever 2 milliards de dollars. Il s'agit là de la deuxième incursion du Kenya sur les marchés internationaux des capitaux après la première émission d'obligations libellées en devises étrangères qui a été couronné d'un succès en 2014. L'objectif ici est de permettre au Trésor public kényan de passer son déficit budgétaire de 8,5% enregistré l'an dernier à 6,4% du produit intérieur brut de l'année fiscale qui prend fin en juin 2018. Et puis le fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée de la Tunisie se prépare à lancer un programme visant à accroître les exportations tunisiennes de l'huile d'olive en direction du Japon. L'objectif est d'atteindre 5% de la consommation nippone, ce qui permettrait à la Tunisie d'augmenter ses recettes d'exportation actuellement estimées à 1 million de dinars par an et de tirer par la même occasion profit d'une consommation annuelle d'environ 59 000 tonnes d'huile. Pour rappel, la Tunisie ne compte actuellement que pour 0,5% des importations japonaises d'huile d'olive. Le pays envisage de produire et d'exporter 180 000 tonnes en 2018.
Et d'ici juillet 2018, le Qatar sera autosuffisant pour ses besoins en lait. En effet, le pays entend importer des milliers de vaches pour pallier les effets du blocus imposé par l'Arabie saoudite et ses alliés. Devenir autosuffisant pour ses besoins en lait d'ici juillet 2018 grâce à des milliers de vaches importées. C'est le rêve que caresse le Qatar afin de pallier les effets du blocus imposé par l'Arabie saoudite et ses alliés. Au total, 14 000 vaches originaires d'Allemagne et des États-Unis seront transportées par avion vers le Qatar pour la production laitière. Cette opération ainsi que la construction des installations laitières dans une ferme à 80 km du nord de Doha devrait coûter environ 695 millions d'euros. Déjà, environ 3 400 vaches sont arrivées au Qatar et le reste devrait rejoindre la ferme en février pour une production attendue de près de 400 tonnes de lait par jour. Rappelons que c'est depuis le 5 juin que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont coupé leurs relations diplomatiques avec le Qatar qu'ils accusent de soutenir des mouvements terroristes. Ces pays reprochent également au Qatar d'entretenir des liens avec l'Iran, grand rival régional de l'Arabie saoudite. Pause et retrouvons-nous juste après pour la suite de ce journal. Vous l'aurez compris, nous accueillons ainsi Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Alors la Côte d'Ivoire présente un budget de 6 723,5 milliards de francs CFA, un peu moins que celui du Ghana. Pourquoi cette comparaison aujourd'hui? Cette comparaison parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont deux pays voisins. C'est aussi deux pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui ambitionnent pour le compte de l'année 2018 apporter un souffle nouveau à l'économie donc de la région de l'Afrique, de la sous-région ouest africaine. Ceci en s'associant bien évidemment avec le géant africain, le Nigeria, premier donc de la région. Et donc ça fait 3 pays sur les 15 qui aujourd'hui sont en train donc de comprendre la nécessité d'accompagner donc le secteur de la production, et ceci à travers la loi des finances 2018. Les deux pays ne se sont pas entendus sur l'élaboration du budget, mais ont des points de convergence tels que par exemple le développement des infrastructures communautaires. Lorsqu'on parle des infrastructures communautaires, il y a l'AS, le corridor donc à Abidjan-Lagos, qui aujourd'hui est en train d'être renforcé grâce donc au bon vouloir des dirigeants de ces deux pays-là. Il y a aussi que les deux pays ont en partage la production agricole telle que le café-cacao, mais aussi le développement du pétrole. Et donc, ce sont deux économies qui vont marquer positivement l'année 2018, non seulement à travers le flux au niveau des devises, mais surtout au niveau de la population active. Il faut déjà dire qu'au Ghana, par exemple, nous avons environ 28 millions d'habitants contre 23 millions pour le compte donc de la Côte d'Ivoire, ce qui déjà dit que nous aurons beaucoup donc de main-d'œuvre qui pourront donc exercer leurs activités pour pouvoir impacter la sous-région ouest africaine. Casimir Pédio, vous avez évoqué un peu les similitudes entre les deux projets de budget du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Donc, mais quelles sont les spécificités de chacun de ces budgets? Il faut déjà dire que nous sommes dans deux zones différentes, c'est-à-dire la zone dirigée donc par la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'Union économique et monétaire ouest africaine, donc la France, tout ça, et de l'autre côté nous sommes dans une zone anglophone, et donc les réalités ne sont pas forcément les mêmes à l'interne bien évidemment, parce que ici pour la Côte d'Ivoire par exemple, il s'agit de relancer son économie à hauteur de 8,3% du PIB, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire ambitionne atteindre une croissance économique de 8,3% avec son budget de 6 723,5 milliards de francs CFA, alors qu'avec ces 7
1240 milliards de francs CFA. Le Ghana n'ambitionne qu'une croissance de l'ordre de 6,5%. Donc vous comprenez forcément que les réalités ne sont pas les mêmes. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on ambitionne l'industrialisation, l'accompagnement donc du secteur social, comme il se plaise à le dire. Donc l'inclusion économique est une réalité au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc le gouvernement compte mettre le tiers de cette cagnotte financière, soit plus de 2000 milliards à la disposition donc des jeunes, à la disposition des femmes, mais aussi à la disposition de la production de l'électricité afin d'accompagner tout le secteur productif. Et également, la Côte d'Ivoire ambitionne poursuivre sa politique d'industrialisation et de production agricole. Alors qu'au niveau donc, du Ghana, ce n'est pas forcément les mêmes priorités parce qu'ici, il s'agira beaucoup plus de développer les stratégies macroéconomiques au niveau du pays. Donc, on n'ambitionne pas forcément les mêmes réalités, mais au finish, c'est la communauté ouest-africaine qui s'en sortira gagnante à travers donc, la mise en œuvre de ces différentes politiques économiques au niveau des deux pays. Justement, Kazmi Kpedjo, je vais vous demander si l'influence de l'activité économique des deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Ghana, n'aurait pas un impact sur l'espace CEDEAO en général. Bien évidemment, Inès, cela va au-delà parce que nous avons déjà, pour le compte de l'année 2017, le Maroc qui a louché donc, cette communauté-là parce que le Maroc a compris aujourd'hui qu'il y a du potentiel. Et voilà les pays qui sont en train donc, de s'afficher pour pouvoir captiver le flux au niveau donc, du Maroc. Vous avez également la Tunisie qui est en train de s'annoncer pour venir donc, au niveau de la communauté économique, enfin de la communauté, la CEDEAO. Et donc voilà par exemple déjà des partenaires hors donc des 15 pays qui sont déjà en train de se positionner. Qu'en est-il exactement des autres pays tels que le Togo, voisin direct donc de la Côte d'Ivoire, le Sénégal également, le Mali, qui pourront bénéficier de la largesse donc de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne déjà les infrastructures telles que les rails, où on annonce déjà enfin, la fin des projets visant donc à faire la boucle ferroviaire qui pourra donc impacter l'économie locale de ces pays-là. Vous voyez, c'est beaucoup donc d'impact aujourd'hui au niveau de ces pays qui sont des voisins directs donc de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et pourquoi pas le Nigeria qui pourra tirer bon profit parce que quand on parle de la communauté, c'est aussi le gaz par exemple qui part donc depuis le Nigeria et qui aboutisse quelque part au Ghana où forcément ça pourra desservir ces différents pays-là. Donc il y a beaucoup d'impact aujourd'hui que les pays qu'on appelle, enfin les pays les moins avancés de la région tels que le Niger, le Bénin et autres pourront tirer donc de cette collaboration macroéconomique. Dans le même temps, est-ce que ces pays ne risquent pas de tirer vers le bas la Côte d'Ivoire et le Ghana puisqu'ils ne sont pas dans la même dynamique? Ils ne sont pas dans la même dynamique, mais bon, ils seront obligés de faire avec parce que vous avez vu, même la France, la métropole est venue donc poser sa valise au niveau donc de la communauté, va discuter certainement avec le Ghana pour voir les possibilités. Et donc, je crois que les pays comme le Bénin doivent pouvoir tirer bon profit de ce bon voisinage. Il ne s'agira pas de jouer donc le rôle de trouble fête, mais plutôt d'apporter sur le marché des échanges beaucoup plus ce que nous avons. Et donc je crois qu'il ne s'agira pas pour ces pays de voir le verre à moitié vide, mais plutôt de voir le verre à moitié plein. En tout cas, c'est tout le mal que nous pouvons leur souhaiter à ces pays de la CEDEAO. Merci beaucoup, Kazmi Kpedjo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, vous serez avec ma collègue Génial Afouda. C'est bien ça? C'est bien ça et je vous souhaite bon repos à vous. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, oui, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro. Retrouvez donc Génial Afouda demain. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir.